Mesdames, Messieurs, bonsoir. Décryptage et analyse des sujets majeurs de l'actualité nationale et internationale, c'est bien ici sur Club Média 7. Club Média 7 qui reçoit pour vous ce dimanche soir Dr Alexandre Egbakor, politiste. Alexandre Egbakor, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pascal Ansem-Agueoundé, un habitué de ce plateau, journaliste au quotidien du service public La Nation. Pascal Ansem-Agueoundé, bonsoir. Bonsoir Idaïk et bonsoir à nos téléspectateurs. Elie Adjiran, analyste politique, bienvenue au club. Bonsoir Elie. Bonsoir chers amis et bonsoir chers téléspectateurs. Au menu, le débat autour de la révision de la Constitution et le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Mais avant le débat en plateau, voici la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. Proposition de loi portant révision de la Constitution, le processus avance malgré tout, est-on tenté de dire. Les journaux, dans leur majorité, donnent les nouvelles de l'Assemblée nationale, qui, pour parler des notes de fin de la première session ordinaire ouverte en octobre dernier, qui, pour apprécier les échanges de vœux. Mais dans l'ensemble, ça suit l'évolution des débats autour de la révision constitutionnelle. La loi proposée est désormais aux mains de la Commission des lois, nous apprend la primeur. C'est désormais officiel. La proposition de loi portant révision de la Constitution qui porte la signature du député Hassan Seibou a été transmise par le président de l'Assemblée nationale ainsi qu'il est mentionné à la une du quotidien Le Matinal. La loi proposée autorise l'organisation de la présidentielle avant la tenue des élections législatives et communales couplées, rappelle Le Matinal. Un membre du parti Bloc républicain dénonce une trahison, nous apprend le Soleil Bénin Info. Sur le sujet et se fondant sur les déclarations des différentes chapelles politique, Matin Libre exclame et interroge à la une. L'opposition dignette des griefs contre la démarche. L'opposition est méfiante selon Fraternité et refuse de s'associer à toute initiative de révision de la Constitution. En concertation à l'initiative du parti Les Démocrates, les partis politiques opposés au pouvoir en place ont eu l'occasion de donner leur point de vue sur le débat enclenché par une décision de la Cour constitutionnelle. Les défenseurs de la révision rassurent que les dispositions querellées ne seront pas touchés, dont notamment la limitation des mandats présidentiels et la forme républicaine. Mais cette révision semble préparée d'avance pour suivre Fraternité. C'est une perversion du débat que Matin Libre y voit. Sinon, une révision du code électoral suffit selon le journal. Le mauvais consensus de départ mentionne l'emblème du jour à sa une. Et pourtant, le Bloc républicain est engagé pour l'aboutissement de la proposition. Au siège du parti, Biotchane a tenu une séance de travail avec le groupe parlementaire Bloc républicain en présence des membres du secrétariat exécutif pour marquer le soutien de tout le parti. Mais Fraternité continue d'observer sur scène deux fronts politiques antagonistes. D'un côté, les initiateurs et leurs défenseurs. Pour eux, le salut en 2026 ne viendra que d'une relecture de la loi fondamentale. De l'autre, ceux qui réfutent cette perspective et proposent des cheminements alternatifs pour corriger les erreurs constatées dans le code électoral. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris la sous-région de court en annonçant le 28 janvier leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'annonce de ces pays du Sahel suscite l'inquiétude des investisseurs ouest-africains sur le marché financier de l'UEMOA, selon Jeune Afrique. Et pourtant, ce retrait était prévisible, à en croire de nombreux analystes, vu les tensions qui se sont créées entre l'institution communautaire et les trois pays à qui elle a infligé des sanctions pour protester contre les coups d'État. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, c'est un cas prévisible, indique Dr Christian Speaker, homme politique togolais, notaire et président du mouvement Germany is Back, rapporte BBC. Que reproche le Mali, le Burkina Faso et le Niger à la CEDEAO? Éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme, influence de puissances étrangères, menace pour ces États membres et non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, imposition de sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines. Plusieurs reproches sont adressés par les trois pays qui rappellent avoir été à l'origine de la fondation de l'organisation régionale il y a près d'un demi-siècle par 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Aussitôt, apprend-on des médias, la CEDEAO s'est déclarée prête à trouver une solution négociée. Ces trois pays sont des membres importants de la communauté qui restent engagés à trouver une solution négociée à l'impasse politique. L'annonce de ces trois pays est le dernier rebondissement d'une série d'événements qui ont
aggraver les tensions politiques en Afrique de l'Ouest depuis le dernier coup d'État au Niger. Elle intervient également après que les trois pays ont formé une alliance de sécurité après avoir rompu leurs liens militaires avec la France et d'autres pays européens. Ces derniers se sont tournés vers la Russie pour obtenir un soutien. Les trois pays suffoquent déjà économiquement sous le coup des sanctions décidées par la CEDEAO contre eux. Leur retrait de l'organisation peut leur constituer une équation difficile à résoudre selon certains experts, poursuit BBC. Interrogé par RFI, l'ancien premier ministre béninois Lionel Zinsou dit n'avoir pas été surpris par cette décision des pays de l'AES, précisant que c'est la conséquence d'une vraie crise avec l'institution, rapporte Bénin Web TV. La CEDEAO veut faire respecter ses principes de droit et les pays du Sahel tentent d'échapper à des sanctions qui ont des conséquences économiques et sociales importantes, aurait-il déclaré au micro de Radio France Internationale. Merci à vous, cher Marcel Arossi, pour ce condensé de l'actualité relayée par les canards paru au cours de la semaine. Place maintenant au débat. Et je démarre avec vous, Pascal Ansema-Geoundé. Nous allons inaugurer nos échanges en faisant un peu de pédagogie. C'est aussi le but de cette émission, que les téléspectateurs sennent mieux les contours des différents sujets que nous abordons. On parle de révision de la Constitution, mais quel est le cheminement qui a conduit au débat actuel? On sait qu'en temps, il y a un citoyen qui a saisi la haute juridiction au fin de relire le code électoral, et dans la même veine, il y a eu une proposition de loi sur la révision de la Constitution, une proposition portée par l'honorable Hassan Seibou. Voilà, on parle encore d'une énième révision ou modification du code électoral. C'est déjà dommage de voir que ce code qui a été adopté, je dirais, il y a peu, connaît déjà beaucoup de modifications. Tout est parti de là, en fait, parce que ce n'est pas d'abord la révision de la Constitution qui était visée, mais c'est changer d'abord le code électoral pour que les députés qui vont donner leur caution au prochain chef de l'État puissent avoir la légitimité de le faire et le fassent également dans un cadre légal. En fait, clair, il est clair que à l'échéance 2026, les députés qui seront élus ne seront forcément pas encore tous installés. S'ils ne sont pas installés, est-ce qu'ils ont la légitimité d'apporter leur parrainage à tel ou tel candidat? Alors, devant cet état de choses, un citoyen saisit la Cour constitutionnelle pour voir si ces députés-là sont à même de pouvoir parrainer le prochain président. Alors, la Cour a déjà un peu orienté les débats en montrant qu'il y a effectivement matière à réfléchir et en renvoyant la balle à l'organe législatif, à l'Assemblée nationale, pour revoir le code électoral. Les débats sont allés dans tous les sens, mais on peut se dire que le sens le plus prééminent, c'est de faire en sorte que les députés qui sont en place actuellement puissent parrainer le prochain chef de l'État. Alors, le débat étant allé au Parlement, à un moment donné, on s'est vu peut-être, pas dans l'obligation, mais on s'est dit, faire d'une pierre deux coups, pourquoi ne pas revoir la Constitution peut-être, créer un autre cadre, essayer de revoir un peu l'intervalle qu'il y a entre les deux élections, l'élection du président et l'élection des députés et des élus communaux, ou voir s'il ne faut pas peut-être inverser. Passer d'abord par l'élection du chef de l'État avant d'aller vers l'élection des députés et des maires. Et nous sommes dans tout ce débat-là actuellement. Mais on doit comprendre que, une fois encore, la question, c'est vrai, la loi, elle est d'ordre général. Elle ne peut pas être précise à tout coup. La loi, par nature, est impersonnelle d'ordre général, mais la loi peut quand même... En profondeur, Alexandre Egbakor, le chef de l'État est favorable à cette révision de la Constitution, mais il a maintes fois réitéré son engagement, son souhait de ne pas voir sauter le verrou constitutionnel en ce qui concerne la limitation des mandats. Alors pourquoi cette révision pose si tant de problèmes, à votre avis ? Écoutez, replaçons un peu le débat dans un contexte général pour dire que une constitution, ce n'est pas, en fait, c'est pas des tests figés, c'est des tests qui sont appelés à évoluer au fur et à mesure que des réalités nouvelles
réalités nouvelles apparaissent dans la société pour l'adapter. Donc, c'est des tests qu'il faut rendre un peu dynamiques. Donc, ailleurs, dans d'autres pays, la révision d'une constitution ne pose pas autant de problèmes. C'est des réalités constatées et la révision de la constitution, ça va sans qu'il y ait de problème. Maintenant, dans le contexte africain, il y a des passifs. Et en plus, en général, c'est vers la fin des mandats des présidents que le problème se pose autour de la révision de la Constitution. On a eu par le passé le cas du Niger avec Issoufou où des acteurs de la société civile ont clairement manifesté leur désir d'une révision de Constitution pour que M. Issoufou puisse faire un troisième mandat. Ces personnes ont été condamnées. Et puis il y a Mamadou Tandja, toujours au Niger, qui a fait la même chose, mais lui, il a réussi à modifier, mais par la suite. Le contexte n'est pas le même. Oui, le Bénin s'apprête à vivre en 2026 les élections générales. C'est une première expérience politique. Oui. Alors, il est question de redéfinir l'alignement des élections, comme l'a souligné Pascal, exactement, et de légitimer les parrainages. Bien sûr. Mais malgré la bonne foi du chef de l'État, normalement, il ne devrait pas y avoir ce problème. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez même une division autour. Même dans le camp présidentiel, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour régler ce problème de code électoral. Donc, l'opposition, naturellement, elle vend debout contre cela parce que l'opposition, clairement, dit qu'elle n'a pas confiance au pouvoir en place. Et donc, pourquoi insister alors pour faire cette révision? D'autant plus que des gens disent qu'on peut trouver des arrangements sans aller à la révision. Donc, moi, je dis, il vaut mieux, c'est une période très sensible. Il ne faut pas venir à une révision de la Constitution en cette période de fin de mandat. Donc, moi, je dis, j'en appelle un peu à la responsabilité des députés. Elie Adjiran, partagez-vous cette perception du docteur Alexandre Guakor? Oui, merci beaucoup. Sur la question. Vous savez, par rapport à la problématique liée à la révision constitutionnelle dans notre pays, on constate malheureusement qu'il y a beaucoup plus un débat passionné. Les gens agissent beaucoup plus sur l'émotion que sur l'objectivité. À écouter l'honorable Hassan dans cette déclaration et les raisons ayant motivé l'introduction de sa proposition de loi, c'est qu'il fait savoir qu'en réalité, qu'il a échangé avec le chef de l'État et qu'il a eu confiance que le chef de l'État a tout accepté pour qu'il y ait la paix, il y ait un consensus, tout sauf un troisième mandat, en tout cas ce qui est cher aux Béninois. Ce faisant, la Cour constitutionnelle saisit et vous demande d'aller changer la problématique ou les observations liées au code électoral. Allez d'abord le faire. Réfléchissez-en. Trouvez la formule nécessaire pour répondre à l'aspiration de la Cour constitutionnelle. On sait que, évidemment, la Constitution évolue dans le temps et selon les sphères et les réalités sociales. Mais dans un contexte où l'environnement géopolitique et géostratégie et même la paix et la stabilité devient un élément fédérateur pour l'ensemble des Béninois. Pourquoi susciter ce débat si l'on sait qu'on ne veut vraiment pas se faire entendre? Pour moi, c'est créer autre difficulté au chef de l'État pour essayer de travestir les choses. Il n'est pas question pour moi, à travers donc la déclaration faite par le président Hassan, à travers l'honorable Hassan, de pouvoir toucher la question donc de la révision constitutionnelle. Ce n'est pas ce dont le Bénin en a besoin. Et je pense que tout le monde est unanime sur la question qu'aujourd'hui, que la révision constitutionnelle, le faire en l'état, va davantage diviser les Béninois. Non, tout le monde n'est pas unanime sur la question. Oui. Pascal, quel risque y a-t-il aujourd'hui d'aller aux élections générales de 2026 sans toucher à la Constitution? Dans les faits et même dans le droit, il n'y a pas de risque majeur sans toucher à la Constitution. Il s'agit simplement de revoir les dates, de revoir peut-être à travers le code électoral quoi changer pour donner la légitimité aux élus communaux et aux parlementaires qui ont la charge d'accorder le parrainage au prochain chef de l'État. Il n'y a pas un risque majeur si on ne change pas la Constitution. Je pense que ce débat peut être évité, effectivement. On peut éviter de changer la Constitution. C'est vrai, quand on met devant peut-être le raccourcissement du mandat du chef de l'État, ça semble peut-être être un appât.
c'est des choses qui trahissent peut-être encore plus. Parce que les gens se disent, ne nous mettez pas de loi à la bouche pour nous faire adopter quelque chose qui demain ne va peut-être pas nous arranger. Alors, donc tout cela concourant, on se rend compte que le débat est en train de s'éloigner de plus en plus de l'essentiel. Et l'essentiel, la Cour constitutionnelle a essayé de recadrer et a renvoyé la balle au pouvoir qui est chargé d'étudier et de faire voter les lois. Ce pouvoir-là doit pouvoir prendre à pleine main sa responsabilité pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'on peut faire de façon à ne pas entraver l'évolution démocratique normale de notre pays. Et des voies sont bien sûr possibles, parce qu'il s'agit simplement de revoir, c'est une affaire de calendrier, il s'agit simplement de retoucher le code électoral et de revoir le calendrier. Si on se met d'accord que ce sont les élus qui sont en place qui doivent le faire, le problème ne se pose plus. Alors, Alessandre Egbakor, comment faire pour résoudre les deux problèmes cruciaux de l'heure, la question de l'ordre de passage des élections et la question du parrainage? Comme il a dit, si j'ai bien compris, les deux catégories de personnalités, les maires et les députés qui doivent donner les parrainages, je crois que le problème des députés sont déjà réglés. C'est déjà réglé. Donc c'est les députés en place qui vont donner le parrainage. Donc le problème se pose au niveau des maires, d'autres ne seront pas encore installés. Donc si on a pu dire les députés actuels vont donner le parrainage, pourquoi ne pas dire les maires actuels aussi vont donner le parrainage? Ou alors carrément on s'entend pour dire, bon, au niveau des maires, comme il y aura du retard, on peut trouver un arrangement pour reculer la date. Il y a un point non négligeable dans la proposition, c'est que Patrice Talon, comme l'évoquait Pascal, va céder son fauteuil à son successeur 2 mois et demi plus tôt, lui dont le rallongement du premier mandat d'environ 50 jours, induit par la réforme constitutionnelle de 2019, avait fait jaser. Ouais, j'avais compris qu'il avait eu un rallongement du mandat. C'est pour ça qu'il y a eu le débat 5 ans, c'est 5 ans, je ne sais pas. C'est parce qu'il y a eu un rallongement. Bon, on peut aussi dire, bon, si on écoute un peu son séjour, ça ne fera pas. Voilà, c'est justice, ça va équilibrer les choses. Élie Adjiran ? Vous savez, il faut déjà qu'on rappelle certaines choses. C'est 3 aspects fondamentaux que nous devons évoquer. 2026, c'est une élection, une première expérience d'alignement des élections. Si aujourd'hui on donne le choix aux députés actuels de parrainer le prochain candidat à la présidentielle, ceux qui auraient été élus en 2026, quelles seraient les positions? Les maires actuels, s'ils doivent parrainer ceux qui seraient donc élus, ça pose un problème de légitimité et de légalité. Et c'est ces 3 aspects que l'Union progressiste, dans sa déclaration, a martelé. Maintenant, si nous revenons un peu sur le contexte actuel, c'est que les gens doivent se départir de leurs intérêts personnels et ne pas faire tendre ou stimuler inutilement l'intérêt ou l'attention des Béninois. Parce que si à chaque fois nous devons revenir, ils ont été même loin parler notamment déjà de la collaboration qu'il doit y avoir entre le prochain président élu. Ce ne sont que des hypothèses émises. La collaboration qu'il doit y avoir entre le président élu et l'Assemblée nationale. Alors qu'il est arrivé dans ce pays, on a vu une assemblée difficile qui a créé des difficultés au président de la République. On ne doit pas se mettre dans une hypothèse pour essayer d'orienter les textes de loi. On doit tenir compte du contexte et des réalités. Et pour ma part, comme les Béninois le veulent, ils disent que leur fétiche dynamique, intouchable, reste et demeure la Constitution. Et déjà, la Cour constitutionnelle, en invitant les députés, n'a pas demandé à ce qu'ils aillent retoucher la Constitution pour essayer donc de pouvoir résoudre le problème de l'alignement des élections. Le problème qui se pose, c'est une question notamment liée au code électoral. Et ce code électoral, tout le monde le sait. Des propositions sont faites. Les partis politiques de l'opposition se sont déjà réunis. Ils ont dit, nous sommes favorables au code électoral. Les propositions liées notamment à l'alignement ont été donc faites. Notamment, on a écouté aussi Moël Bénin. Ça voudrait dire que si chaque instance ou chaque acteur de la société, que ce soit de l'animation de la vie politique, que ce soit également de la société civile, s'unissent et décident de faire une proposition harmonieuse, favorable, qui pourra permettre à l'ensemble des Béninois de se retrouver dans une sphère. Je pense que ce serait ça l'idéal, que de pouvoir forcer la main. Alors, Pascal, quels sont les points pertinents que vous relevez quand même dans la proposition de loi de l'honorable Hassan Seyou? Parler de pertinence, c'est que la proposition elle-même ne me semble pas pertinente, en fait. C'est vrai que si nous étions dans un autre contexte, nous n'aurions pas tenu les mêmes débats. Parce qu'il faut qu'on le précise, si le Béninois a horreur peut-être de toute révision de constitution, c'est non seulement ayant vu ce que cela a pu créer ailleurs, mais la peur également
de se voir pris à un piège. C'est simplement ça. C'est un débat qui est d'abord, je dirais, psychologique, un débat qui est mené d'abord sur un plan abstrait. Ce n'est pas forcément le concret, mais c'est sur un plan abstrait, on se dit, mais si on permet une telle révision, nous n'aurons forcément pas une certaine maîtrise de tout ce qui sera fait en termes de changement, de révision. Pourquoi ces craintes, ces doutes, malgré toutes les assurances? Malgré toutes les assurances, vous savez, quand c'est normal, quand un président est à 2 ans de son mandat et parle de révision, souffrez que certaines parties de la population c'est pour des réajustements s'inquiètent, au niveau des tests. Oui, et quand vous voyez notamment le climat actuel où on ne voit profiler à l'horizon aucun challenger sérieux, je le dis, aucun challenger sérieux, mais nous sommes tous des analystes, on ne voit profiler aucun challenger sérieux, et puis on ne le voit pas non plus, lui-même, chef de l'État, je dirais, déjà commencer à faire entendre un probable, je dirais, dauphin. N'est-ce pas précoce? Dauphin. Non, c'est pas précoce. La chose politique n'est pas précoce, vous savez. De toute façon, on sait que ces gens de jeu peuvent se garder secrets jusqu'au dernier moment. Je ne vous coupe pas, Dr Alessandre Egbakor, il a écrit dans la Constitution qu'en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats présidentiels. Actuellement, il y a un débat élitiste autour de cet article. On veut remplacer en aucun cas par dans tous les cas. Pour moi, ça ne change rien. Moi, je pense que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie, et même beaucoup plus pertinent que dans tous les cas. Voilà. Et le chef de l'État, lors du sommet ouest-africain que nous avons organisé au Palais des Congrès, je crois en 2021-22, où il y avait les organisations de la société civile de la CEDEAO, on lui a remis en fait ce témoin sur lequel il a écrit 2, et lui-même il a mis le doigt pour dire qu'il ne peut pas aller au-delà. Il a martelé. À cette occasion. Et là, c'est lui-même qui a rajouté ce dernier verrou de en aucun cas. Oui. Donc, je ne vois pas par quelle alchimie il peut venir nous dire en 2026 qu'il sera encore président. Moi, je ne vois pas. Moi, je suis tellement à l'aise, tellement confiant que nous aurons un autre président en 2026. Et je dirais comme Yahi Boni, en 2026, nous aurons 3 anciens présidents de la République. Justement, alors Elie Adjiran, pourquoi l'unanimité pose problème? Non, l'unanimité doit poser problème parce qu'il y a la crise de confiance. Les Béninois ne se croient plus, notamment sur le champ politique. Ils estiment qu'ils veulent être toujours un chien gardé et être toujours méfiants. C'est tout le problème. Maintenant, moi, ma préoccupation, ce que je voudrais dire, on a la chance d'être dans un régime présidentiel où le chef de l'État a une majorité à l'Assemblée. C'est normal que l'ensemble de ceux qui le soutiennent fassent des propositions pour accompagner jusqu'à terme la fin du mandat. Mais pas pour autant le plonger dans les attitudes. Et je ne vais pas globaliser. Quand je reviens un peu, la position de l'Union progressiste a été beaucoup plus sémantique et plus claire à mon avis que celui, par exemple, de ce militant BR qui s'est proposé de tenir. Parce que vous allez aussi constater qu'il n'y a pas une unanimité au sein du bloc républicain par rapport à la démarche aussi menée. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce dont les Béninois veulent, et le chef de l'État a aussi voulu faire, c'est toujours travailler et traverser ce fléau-là, cet océan électoral dans un climat de paix, de la concorde, qui pourra permettre à l'ensemble des Béninois de se retrouver autour d'un idéal. Maintenant, pour que cela advienne, il faut que les acteurs politiques jouent passionnément leur rôle, qu'ils essaient d'éviter d'aller à l'extrême. Oui. Voilà. Ouais, je voulais réagir par rapport à la méfiance des Béninois par rapport à cette histoire de révision. En général, je discute avec les gens qui me disent, mais le président avait dit qu'il ferait un mandat. Mais là, il est sur le 2e. Mais là... Non, mais il faut contextualiser le débat. Non, c'est ça que j'en viens, c'est ça que j'allais vous dire. Là, le président de la République n'avait pas tort de demander de faire un 2e mandat parce que la Constitution lui donnait le droit puisqu'il a proposé quelque chose pour un mandat de 7 ans. Une fois, les gens ont refusé. Donc là-dessus, ceux qui utilisent ces genres d'arguments, ils sont complètement à côté de la plaque. Maintenant, je peux comprendre que, voilà, je crois que dans la même période, il y a un député, je crois, Dag Pessousou, qui nous a clairement dit qu'il fera, je ne sais pas combien, 14 ans ou je ne sais pas combien. Et donc, il y a ça qui alimente aussi un peu la chose.
C'est la voix d'un député, c'est pas la voix de... C'est pas n'importe quel député. Justement, c'est le cas maintenant avec Hassan Seibou. Avec Hassan Seibou. Donc, c'est ça. Pourquoi ça fait peur? Le seul qui porte cela. Je finis avec vous sur la question. Et par ailleurs, vous savez, la hiérarchie des normes, la condition est au haut niveau, pas pour rien, parce que ce n'est pas une simple loi qu'on peut changer du jour au lendemain. Il en va également de la stabilité du pays. Vous voyez, les lois, on les fait, on les refait. Mais la Constitution, quand vous y touchez 2 fois... Le verrou de la limitation des mandats... Non, il ne faut pas... En tout cas... Et dire, bon, comme l'eau s'est attendu, c'est bon, on peut faire autre chose. C'est le fétiche de la République. Nous allons nous intéresser maintenant au décryptage de l'actualité internationale. C'est dans la rubrique Interactif. Docteur Alexandre Egbakor, politiste et également expert en géopolitique, si je ne me trompe. On peut le dire comme ça. Voilà. Alors, comment expliquer donc ce retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la CEDEAO, 3 pays dirigés par des putschistes qui ont subi les exactions ou les sanctions de la CEDEAO, des jeunes qui surfent sur le sentiment anti-français, également sur le panafricanisme pour se donner une certaine légitimité? Écoutez, c'est pas une surprise, la sortie de ces 3 pays. Ils manifestaient depuis ce désir de partir parce que le cadre communautaire n'était plus approprié pour régler un certain nombre de problèmes de notre communauté. Et donc, la dernière crise au Niger a été, à mon avis, la crise au cours de laquelle la CEDEAO a montré véritablement son impuissance. La CEDEAO n'a que, je vais dire, des mécanismes qui... des mécanismes qui sont là juste pour, on va dire, contraindre des pays, mais pas des mécanismes pour les aider à régler un certain nombre de problèmes. Vous savez, quand il y a eu la crise, le coup d'État au Niger, j'ai suivi un peu les opinions et tout le monde s'accorde pour condamner les putschistes, pour dire on ne peut pas accepter des coups d'État pour des régimes qui sont bien élus et tout. C'est vrai, les coups d'État, moi je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou c'est mal, mais il faut comprendre... On va pas faire l'apologie des coups d'État. Non, ce n'est pas de l'apologie. Mais moi, vous savez, de ma position de sociologue et tout, moi, ce qui m'intéresse, la bonne question serait de savoir comment est-ce qu'on est arrivé à un coup d'État. Ça permettra de comprendre un peu les éléments qui ont concouru à cette situation-là. Les légaliste que vous êtes, on ne saurait quand même pas, c'est pas encourager les putsch. On n'encourage pas les putsch. Mais je vous dis, c'est comme notre ministre des Affaires étrangères l'a déclaré, qui a qualifié ce qui s'est passé au Niger de foulocratie. Je trouve que c'est bien joli l'anglicisme, mais d'un point de vue diplomatique, c'est inélégant et ça ne reflète pas la réalité de la société nigérienne. Parce qu'au Niger, les présidents de la CEDEAO ont suivi, ils ont bien compris. Les implications de ce type de retrait? Ce retrait, c'est que les populations elles vont en souffrir parce que la libre circulation, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et la suite de ce retrait, on ne sait pas encore, peut-être qu'il y aura aussi le retrait au niveau de l'UEMOA. Et je dis, peut-être des pays vont suivre. Moi, je dis, quand je vois aussi la position du Togo, aujourd'hui, dans cet univers, ils se sont clairement démarqués des autres pays de la CEDEAO, leur déclaration aux Nations Unies, leurs agissements depuis un certain temps. Nous, on n'a pas encore été reçus par le général Tchiani, alors que le Togo a été reçu je ne sais plus combien de fois. Et donc, il faut anticiper sur ce qui peut arriver après. Mais, à mon avis, ces 3 pays ne vont pas revenir dans la CEDEAO, selon l'interview que j'ai suivie hier du président du Burkina Faso, M. Traoré, c'est que ces pays ont pris la tangente, il ne va pas revenir. Et moi, j'ai peur que d'autres les suivent. Et je me dis, le prochain, peut-être sur la liste, ce sera le Togo. Elie Adiran, la CEDEAO sans le Mali, le Burkina Faso, le Niger, appréciation? Oui, évidemment, ce que nous avons constaté, on voit un peuple
où notamment une région révoltée, prête à pouvoir arracher son autonomie et sa souveraineté réelle dans tous les sens. Ce que je voudrais faire remarquer là, c'est que nous sommes en phase de deux positions, de deux organisations fortes qui sont en train d'être mises en place du point de vue diplomatique. Et si nous voyons ce que réclament aujourd'hui le Niger, le Burkina et le Mali, c'est qu'en réalité, ce ne sont que les successions de sanctions qui ont été infligées par la CEDEAO à leur rencontre. C'est un fait, c'est acté. On sait, la CEDEAO, dans un de ses communiqués, a fait savoir, bien évidemment, qu'il n'a encore rien reçu de façon beaucoup plus officielle, mais il y a quand même, c'est vrai que les textes de la CEDEAO aussi prévoient les conditions de retrait au sein donc de cet espace-là. Ça va s'observer, mais leur retour serait quasiment presque impossible, même si les négociations vont évoluer. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que ces trois États sont en train de créer des difficultés majeures à leurs citoyens parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le commerce qui est beaucoup plus développé par l'ensemble de ces concitoyens-là. Comment pourront-ils faire l'importation à travers, même s'ils cherchent à collaborer avec le Togo tel que nous sommes en train de le voir, les négociations qu'ils peuvent avoir avec les États vont évoluer, notamment le Togo qui dispose d'une mer, ils peuvent avoir un autre contrat de partenariat pour pouvoir faire importer leurs produits. Ça viendra dans le temps, mais dans les médias, c'est juste un État qui est en train donc, c'est-à-dire une organisation qui est en train d'être mise en place contre la CEDEAO. Et pour finir, je voudrais dire que ça peut motiver d'autres États membres à pouvoir rejoindre, si possible, ces trois pays-là qui ont déjà posé donc ces démarches. Pascal, nous sommes là dans les relations économiques internationales, la concrétisation de l'AES, Alliance des États du Sahel, avec en perspective la création d'une monnaie commune, le franc Sahel, d'après ce qui se dit. Alors comment entrevoyez-vous désormais les relations entre l'AES et la CEDEAO? Les relations se sont déjà, je dirais, envenimées depuis un moment. Et cela ne va que de Caribe en Silla, ça va de pire. Et il faut être devant l'évidence que les choses ne peuvent plus se passer comme elles se passaient. Mais moi, je voudrais d'abord faire remarquer que lorsque souvent ces pays-là tentent de tout remettre sur la CEDEAO, ces pays-là oublient qui font partie de la CEDEAO et qui sont des pays fondateurs de la CEDEAO. Des pays dont les présidents ont pu être également à des repostes dans la CEDEAO. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour donner à la CEDEAO les moyens ou de faire à la CEDEAO ce qu'elle doit faire? Il ne faut pas simplement qu'on se mette à rejeter la base de la CEDEAO parce qu'on a des problèmes de terrorisme. On se dit que non, la CEDEAO ne cède pas comme elle devrait le faire. Mais il faut quand même qu'on sache que c'est chaque pays qui participe à ce que la CEDEAO puisse jouer son rôle. Chaque pays pris individuellement. Est-ce que chacun de ces pays-là ont effectivement fait ce qu'il y a à faire pour donner à la CEDEAO les moyens de pouvoir les aider effectivement? Donc il ne faut pas qu'on ait dans ce genre de débat. Ils vont dire que les contextes ne sont pas les mêmes et qu'ils n'étaient pas, pas aux affaires. Pas du tout. Ils ont été aux affaires à un moment donné. C'était peut-être pas eux-mêmes, mais le pays, le chef de l'État a été à un moment donné quand même aux affaires. Donc il ne faut pas qu'on se leurre parce qu'ils sont là. Il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils sont illuminés et du coup c'est eux qui connaissent les bonnes recettes pour le terrorisme ou pour tel. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours des problèmes de terrorisme. Et ce n'est pas comme si le bilan montrait que c'était mieux. Ce n'est pas comme si le bilan montrait que c'était mieux. Pas du tout. Alors, pour en revenir quand même aux conséquences au plan économique, moi je pense que les conséquences sont énormes. Parce que, en dehors de ce qu'on voit là, les peuples sont liés. Les peuples sont intimement liés. Vous avez des échanges qui se font dans le formel comme dans l'informel et qui sont immenses entre ces peuples-là. Et ça ne peut pas se couper du jour au lendemain. Parce que les problèmes qu'ils ont créés beaucoup plus aux populations qu'aux institutions. Beaucoup plus de populations qui, au quotidien, doivent faire tourner les affaires. Le marché ne sera plus aussi libre que ça. Ce qui était légal va devenir illégal. Parce que maintenant, vous avez la légitimité peut-être de faire passer votre produit par telle frontière ou par tel port. Aujourd'hui, il faut commencer par passer par des moyens détournés ou carrément chercher d'autres partenaires. Les partenaires également auront de la réticence en se disant comment nous-mêmes on va faire acheminer nos produits. On est obligé de passer aussi par d'autres chemins, par d'autres voies qui vont se révéler peut-être beaucoup plus périlleux. C'est vrai, on voit transparaître peut-être une lueur avec le Togo qui s'allie entre griffes avec ces pays. Donc, on pourrait se dire que la balle de sortie pourrait être de ce côté-là, mais on n'en sait rien. Alexandre, pour revenir, quand tu parles de Togo, moi je dis,
ce ne serait pas une surprise pour moi d'apprendre que d'ici là, le Togo aussi va manifester de sortie de la CEDEAO, parce que aujourd'hui, ces régimes kaki qui sont à la tête de ces 3 pays, vous allez voir, c'est des panafricanismes dans l'ombre, dans l'âme, je veux dire, des panafricanismes dans l'âme. Et vous avez vu, le Togo a même mis en place un creuset où beaucoup de ministres sont venus dernièrement faire une rencontre au Togo sur le panafricanisme. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le panafricanisme a gagné même les casernes. Vous comprenez? Et quand tu disais tout à l'heure, cher ami, qu'ils se disent que c'est les chefs d'État de ces pays qui étaient dans la CEDEAO, mais pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ces militaires c'était pas eux. Donc eux, c'est un autre mouvement qui est arrivé. Et vous voyez, donc eux... Je vais vous faire une question. Oui. Est-ce qu'on peut prôner le panafricanisme en se désolidarisant de ses frères? Non, ce n'est pas... Si vous avez des frères, vous avez des objectifs et que des frères ne veulent pas marcher avec vous, ben vous les laissez. Si vous êtes convaincu. Quand on pense vraiment à l'unité africaine... L'unité africaine, c'est quoi son soubassement même? C'est le panafricanisme. Je ne sais pas si... Oui, c'est justement, c'est ça, il dit. Est-ce que ce concept n'est pas de plus en plus galvaudé? Quand vous voyez ces pays-là, avoir maintenant comme partenaire la Russie, quand on parle de panafricanisme, est-ce que c'est le fait de rejeter la France qu'on appelle panafricanisme? Parce que vous voulez prendre une monnaie et vous commencez déjà par franc. Non, écoutez, ce que j'ai envie de dire, faisons un peu de panafricanisme. Faisons un peu de la socio-histoire. Quand vous parlez de chasser la France, mais nous, on a été socialistes ici. On était sous l'influence russe. En 90, nous avons basculé. Vous prenez l'Ukraine aujourd'hui, de 2010 à 2014, qui était au pouvoir? Viktor Yanukovych, c'est un président pro-russe. Qu'est-ce que les Européens, les Occidentaux ont fait en 2014, ce qu'ils ont appelé la révolution de Maïdan, pour chuter Viktor Yanukovych et mettre à sa place Petro Poroshenko, qui est un pro-européen. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que l'histoire des nations, ça se construit sous les influences de ce qu'on appelle les grandes puissances qui ne font que manipuler ces pays-là. Donc ce n'est pas une surprise ce qui se passe actuellement dans les pays de l'AES. C'est dire que nous avons été avec une grande puissance pendant longtemps, on ne s'en sort pas. Avec une autre. Non. C'est-à-dire, c'est réducteur de dire... Non, c'est réducteur de dire on va se mettre avec une autre, tout comme si on n'a jamais été avec un autre avant. Vous voyez, c'est la marche. C'est ce qu'on comprend, en fait. Oui, c'est ce que... Mais quand on comprend ça et qu'on réduit... Non, quand on comprend ça et on réduit à cela, ça veut dire qu'on n'explique pas tout. Parce qu'il y a aussi des réalités sociales qu'il ne faut pas oublier. Quand ces militaires arrivent, ils avancent des raisons, des arguments. Est-ce que dans l'absolu, c'est des choses fausses? Est-ce qu'au Niger, vous pouvez me dire que vous avez de l'électricité 24 heures sur 24 à Niamey? Attendez. Non, attends, j'en viens. Tous les pays africains. Non, j'en viens. On le tard. Mais est-ce qu'il faut perdurer dans le tard? Pas du tout. Pendant longtemps. Pas du tout. Donc, je ne cautionne pas. Mais ce que je dis, ce n'est pas une question de dire on chasse la France. Non, ça dépasse. Ces 3 chefs d'État et celui du Togo, peut-être que vous subodorez avec eux. On sent clairement qu'ils ont envie de rester au pouvoir. Ils ont envie de rester au pouvoir. Il ne faut pas négliger cet argument. Ce comportement, ajouté au comportement d'Alpha Condé, c'était des présidents de la CEDEAO. Qu'est-ce que les autres ont pu faire pour les décourager à cela? C'est ça aussi les faiblesses de la CEDEAO. C'est le moment de le faire, de les décourager. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est trop facile de juger une institution qui a traversé des décennies, qui a traversé des régimes, etc. Mais tout le monde a conscience d'une chose. Ce qu'ils revendiquent, ils sont les seuls à le savoir. Mais dans une volonté de vouloir faire profiter ou défendre une idéologie, il faut tenir compte que le peuple souverain qui existe et qui nous a permis d'exister doit d'abord prévaloir sur tout. Si vous prenez aujourd'hui l'interaction qu'il y a entre les peuples, ces 3 pays, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et tout, nous savons, même du point de vue sociologique, nous avons aujourd'hui des familles au Bénin et au Niger, des familles au Mali, des familles au Burkina. Et nous développons également des relations interpersonnelles, des relations économiques. Comment pouvez-vous comprendre cette position désormais? Ça pose un problème. Un commerçant qui a peut-être des camions,
qui doit quitter peut-être le Bénin pour le Niger, ou peut-être le Mali pour le Togo. Ça prendra plus de temps. Donc l'impact est là. Dans l'immédiat, c'est trop facile d'applaudir déjà la décision prise. Parce qu'on a défié une décision qui s'est voulue être au service d'une communauté ouest-africaine. Maintenant, si ceux qui sont en train de dire des putschistes, ils sont venus par la force au pouvoir, on a toujours condamné, on a toujours voulu avoir le pouvoir par les urnes. Et c'est le principe démocratique qu'on a toujours défendu. S'ils sont arrivés par la force et ils sont en train donc de développer une nouvelle approche dynamique au sommet de l'État, on ne peut quand même pas commencer par les apprécier. À l'état des choses, nous devons d'abord demander que ceux-là puissent faire leurs expériences. Encourager la CEDEAO dans sa position de négociation en tant qu'institution diplomatique pour essayer de trouver un consensus. S'ils refusaient, on finira par voir ce qu'ils feront. Mais la question de la monnaie, c'est ça qui voudrait m'intéresser. S'ils sortent de la CEDEAO, ils doivent également sortir de l'UEMOA. Mais l'obtention d'une monnaie ne se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Et pendant ce temps, de quoi vivraient ces peuples-là ? Que feront-ils? Quelles sont les alternatives qu'ils sont en train donc de rechercher pour pallier la situation? Donc c'est toute une dimension. La gestion d'un État dépasse en réalité nos ressentis personnels, nos provenances, etc. On vous aura compris. Et ça, c'est ma question. Oui, et pour en rajouter, vous voyez, quand ils disent qu'ils se retirent avec effet immédiat, méconnaissant même qu'il y a 1 an de transition, forcément, quand ils le disent avec effet immédiat, ok, mais si l'effet est immédiat vraiment, avec une méconnaissance des tests, oui, et que vous rompez tout, et que l'effet est vraiment immédiat, vous allez vous retrouver dans votre propre piège. Parce que comme vous l'avez dit par exemple, vous n'avez même pas la monnaie dont vous parlez encore. Vous n'avez même pas la monnaie dont vous parlez encore. Je pense qu'on va trop vite en besogne. Et puis, on essaie encore une fois de mettre les émotions dans le débat. Et il faut se mettre contre tous les peuples qui cherchent à nous ramener la France tout le temps au contact et tout. Mais ce n'est pas ça. On peut prendre son autonomie, prendre ses décisions sans chercher une bête noire quelque part, une seule bête noire. Vous avez plusieurs bêtes noires et vous pensez que c'est cette bête. Docteur Alexandre Gbako, je vous vois sourire. On va laisser Alexandre Gbako. La rupture par la force. Alexandre Gbako, vous on ne peut pas encourager ça. Moi, personnellement, ça me fait marrer quand on centre ou bien on vise uniquement la France dans cette affaire. C'est beaucoup plus large. C'est toute une histoire, c'est un processus. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à entendre parler du panafricanisme. Ça date de longtemps. Donc, peut-être que maintenant, on est en train de mettre en place la chose. Mais moi, je suis pas inquiet pour la suite. Moi, je dis, ils sont pas obligés de sortir de l'UEMOA aussi. Et puis, même s'il arrivait, qu'ils sortaient. C'est pas antinomique. C'est là la question. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous voulez une souveraineté politique et sans aucun chercher votre souveraineté monétaire, ça pose un problème. Trouver des alternatives à ça. Bon, je sais que vous savez, au niveau de l'Union européenne, vous avez des pays qui partagent l'espace Schengen, mais ne partagent pas la même monnaie, euro, que les autres pays. Et puis, il y aura des négociations bilatérales. Donc, c'est pour ça que les diplomaties, surtout la nôtre, doivent anticiper et commencer. Normalement, il devrait déjà avoir Docteur Alexandre Gbako, comment expliquer cette velléité de ces putschistes de s'éterniser au pouvoir et de ne pas abréger, je ne sais pas, leur mandat. Bon, est-ce que c'est même mandat? Oui. Bon, l'organisation des élections présidentielles, c'est pour quand dans ces 3 pays? Oui, s'éterniser. Non, mais déjà, on sent. Je crois qu'il y a des velléités. Ils n'ont pas de mandat constitutionnel. Non. Mais qu'est-ce qui les empêche d'organiser dans un bref délai les élections présidentielles? Écoutez, je ne saurais vous le répondre. C'est des gens qui estiment qu'il y a beaucoup de choses à faire et que peut-être s'ils ont pris le pays dans un contexte donné qui ne permet pas peut-être d'organiser des élections tout de suite, où il faut parce que peut-être qu'on peut retomber. Après un coup d'État, je crois qu'il faut. Si tu n'as trouvé personne pour porter le combat et qu'ils ont peur peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que ce n'est pas le cas. C'est dans l'ordre des hypothèses. C'est pas. Très rapidement, c'est qu'en fait, quand les gens veulent venir au pouvoir par la force, ils se basent sur la faiblesse du peuple. Mais une fois le pouvoir obtenu, ils ne sont plus forcément avec le peuple. Parce que vous avez une idéologie claire. Il n'est écrit nulle part que ce soit vous
qui êtes capable de faire exécuter l'ensemble de votre idéologie. Allez par la voie normale. Organisez les élections. Faites élire le président par les urnes et que l'expression de ce peuple se manifeste et que maintenant l'ensemble de votre idéologie que vous avez toujours revendiquée soit mise au service de cet élu, là, démocratiquement installé, pour que véritablement l'État avance. Maintenant, si vous éternisez au pouvoir... 30 secondes pour finir, Pascal. C'est compliqué. 30 secondes pour finir. C'est de la puberté démocratique. Alexandre Bako, 30 secondes pour finir aussi. Écoutez, moi je pense que c'est les aspirations des peuples et un peuple construit son histoire. Okay. Le Niger, le Mali, le Burkina, ils sont en train de construire leur suivant, donc il faut l'observer. Avec la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. Alexandre Egbakor, on n'a pas fini de pleurer, le journaliste écrivain et chroniqueur Jérôme Carlos. Et ce vendredi, c'est l'immense Paulin Rontondi qui a également tiré sa révérence. On le souligne, Paulin Rontondi est né le 11 avril 1942 à Abidjan, agrégé de philosophie. Il a enseigné notamment dans les universités de Besançon, Lumumbashi, Kinshasa et à l'université d'Abomey-Calavi, ici au Bénin, à la faveur de la conférence nationale. Il a eu à occuper plusieurs postes, plusieurs fonctions. Il a été ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Culture et de la Communication, chargé de mission du président Nicéphore Soglo. Il a démissionné en octobre 1994 de ce poste pour reprendre ses enseignements, à souligner qu'il fut aussi chrétien protestant, très engagé, fervent. Il a été le président des laïcs de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Il a par ailleurs été également le président du Conseil national de l'éducation. C'est une grosse perte pour la nation béninoise. Oui, effectivement, on a appris la nouvelle. Je dis que c'est un baobab qui vient de partir. Parce que Paulin Rontondi a été le premier agrégé africain en philosophie. Et il est le concepteur de l'expression ethnophilosophie. Et il a été ancien étudiant de Paul Ricoeur à Paris 10. Il a fait des travaux sous sa direction. Ce n'est pas n'importe qui. Vous venez de faire la liste de toutes les fonctions qu'il a eu à occuper dans notre pays. C'est un éminent universitaire, donc c'est une grosse perte. Et il y a juste à dire que son âme repose en paix. Pascal Ansem-Agueoune, Paulin Rontondi, premier agrégé de philosophie au Bénin, l'un des premiers agrégés de philosophie en Afrique. C'est un homme au parcours exceptionnel. Un homme au parcours exceptionnel, vous l'avez dit, et point besoin de rappeler tout ce qui a été déjà décrit sur son parcours. Une fois encore, nous sommes dans la tristesse de constater que nous perdons une valeur certaine. Quelqu'un qui a su inoculer d'une façon ou d'une autre ce qu'il savait, parce qu'il a tenu à rester dans le champ qui le définit. L'enseignement. Vous savez, quand vous avez occupé des fonctions politiques, ça, on a très vite fait d'oublier tout ce qui nous caractérise pour se laisser aller au titre, au rang, gonflant et tout. Mais c'est quelqu'un qui, dès qu'il s'est senti un peu en déphasage avec sa personnalité, il est retenu dans son champ, il a nourri ce champ-là et il nous a donné à voir assez d'œuvres. Aujourd'hui, on parle de lui, c'est un contributeur et on parlera à jamais de lui parce qu'il a laissé beaucoup de choses. C'est un homme qui a marqué l'univers, comme vous l'avez rappelé tantôt, Jérôme Carlos, notre cher. Elie Adiran, que gardez-vous, vous, de l'homme? Moi, c'est au-delà de l'université dont il est, au-delà de l'homme politique dont il est, c'est aussi un homme de foi. Un homme de foi parce qu'il a vraiment laissé son empreinte au niveau donc de l'église protestante méthodiste du Bénin. Nous avons vu l'engagement qu'il a eu tout au long de son parcours. Il s'apprêtait même à présider une séance. Bien évidemment, il a convoqué une assemblée générale des laïcs que lui-même il devait présider, mais hélas, Dieu l'en a appelé. Mais aussi, ce qui caractérise l'homme, c'est également sa détermination à pouvoir faire rayer toujours la paix au sein de l'église malgré les différentes crises que l'église protestante donc a traversées. Il a pris des positions féroces et il a également fait des dénonciations, mais seul Dieu sait, comme le dirait l'autre, la puissance qui dépasse l'homme, c'est aussi ça la mort. Mais Dieu puisse lui accorder une paix durable et que les œuvres qu'il a laissées, moi je l'appelle le père de la philosophie africaine, et puisque je l'ai beaucoup étudié également, ses pensées me sont donc restées, et c'est un grand homme, c'est un baobab qui est tombé, c'est toute une personnalité, une génération qui est partie, et on pourrait donc demander à la jeune génération de marcher sous ses pas.
Donc, à l'âme de l'illustre disparu, nos condoléances à sa famille biologique et à sa famille intellectuelle. Ici s'arrête donc Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Dr Alessandre Egbakor, politiste. Merci à vous, Alessandre Egbakor. Merci pour l'invitation. Et je reste disponible pour les prochaines fois. Pascal Ansem-Ageoundé, journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci. Merci, Lénaïque. Elia Diran, analyste politique, merci à vous aussi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci aux téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission, Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. À très vite.